je vous souhaite la bienvenue à bord de ce navire hybride qui va nous embarquer pour une visite des installations du port de Marseille-Fos pendant à peu près 1h45. Le port de Marseille-Fos, c'est une seule et même autorité portuaire et deux bassins. Donc les bassins historiques de Marseille, créés à l'époque de la création de la ville il y a 2600 ans, et les bassins de Fos. L'idée pour le port aujourd'hui, c'est de créer ce qu'on appelle des relais de croissance, de travailler dès aujourd'hui aux activités du futur, à développer de nouvelles filières et des filières qui répondent aux grands enjeux actuels, évidemment de décarbonation. Ce type de conflit, toi, tu en as connu plusieurs. Oui. En 25 ans de syndicalisme, je vais dire, les conflits aussi durent et longs. Une vingtaine ou une trentaine, c'est sûr. Alors on a commencé à avoir un peu la bouteille, on va dire. On sait à quoi s'en tenir, on sait comment faire à peu près. Mais bon, dans les meilleures des conditions possibles. Laissez-moi vivre. Et il y a forcément une rupture de charge ici pour acheminer tout le matériel qui arrive depuis la fin du 7e siècle jusqu'au 7e siècle après sur le site de Saint-Blaise, ça c'est certain. Et donc ce sont quand même... Et il y a beaucoup d'amphores étrusques. Alors là, je n'en ai pas encore trouvé, mais je vais en trouver. Ça, par contre, ça c'est italien. Ça c'est une amphore d'Italie. Ça vient de la région de Pompéi. Ça c'est plus tardif. On n'a pas d'habitat grec à l'intérieur des terres. On est vraiment toujours près du littoral. Les Grecs sont tournés sur la mer. Donc en fait, leur histoire, c'est une histoire maritime. Elle se passe tout le long du littoral. C'est une céramique du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Mais quand même, pour vous, ça représente quoi ce petit morceau de tesson? Non, le petit morceau en lui-même ne représente pas grand-chose, mais c'est la somme des petits morceaux qui fait qu'on arrive à travailler sur le commerce, les faciès, les habitudes alimentaires. Voilà, et les datations, évidemment. Et quand on a un bel ensemble, bien stratifié, etc., parfois on peut arriver à dater à dire 20 ans près, ces époques-là, quelque chose comme ça. On n'a pas d'habitat grec à l'intérieur des terres. On est vraiment toujours près du littoral. Les Grecs sont tournés sur la mer. Donc en fait, leur histoire, c'est une histoire maritime. Elle se passe tout le long du littoral. Et nous, les amis du Fos, à l'époque, notre vocation première, c'était la plongée. C'était d'aller chercher les vestiges. On avait un paquet de plongeurs. On en a même eu 2 émérites, puisqu'on a eu Madame Martine Sigliano, qui est devenue conservatrice du musée d'Istres, qui a fermé pour diverses raisons, qui est une plongeuse renommée, et surtout la fée. La fée, c'est le personnage, c'est le plongeur qui a découvert les vestiges du phare d'Alexandrie.
C'est quand même pas rien. Puis on en avait 5 ou 6 autres locaux et on avait créé une très très belle collection d'amphores, de vaisselle et surtout numismatique. On avait plus de 3000 pièces. Et de 78-80 jusqu'à 2002, on a fait ce musée qui était ouvert tous les jours, mais qui était surtout ouvert le week-end, parce qu'il fallait quand même assurer une permanence. Alors on avait des personnes qui assuraient les permanences. On a quand même fait en 20 ans plus de 15 000 personnes, ce qui est pas mal. Et un jour de 2002, on nous a averti que nous étions dans l'illégalité la plus complète et qu'on allait venir nous récupérer, l'État allait venir récupérer tout le matériel. GPM. Donc il est resté grand port autonome pendant longtemps, voilà. Qui est son statut administratif. Hein. Voilà. Alors en fait ce qui se passe c'est qu'en 2008 on passe d'un moment où l'État a encore un rôle à travers le port autonome dans l'exploitation portuaire. Ça on y reviendra tout à l'heure sur un local que je vous montrerai. C'est-à-dire que jusqu'à cette date-là, le port autonome, tout en étant un établissement public, fait une activité industrielle et commerciale puisqu'il est propriétaire de toutes les grues et il les met à la disposition des manutentionnaires. C'est-à-dire le manutentionnaire, c'est surtout un monsieur qui recrute des dockers et qui met le petit outillage, genre chariot, élévateur et tout. Le gros outillage, c'est la grue. Et la grue, elle appartient au port autonome et le grutier, il est salarié du port autonome. Et donc en fait, le manutentionnaire ne peut rien faire s'il n'a pas les outils du port autonome à sa disposition. Ce qui se passe en 2008, on est dans la vague des privatisations, Fillon dit c'est terminé, l'État ne doit pas mettre la main dans les affaires, il faut que ce soit le privé qui prenne tout. Et donc il donne l'ordre au port autonome de se transformer, de dire vous donnez toutes les grues et tous les grutiers avec au privé. C'est fini la partie étatique de la manutention. Mais sans vous les vendez, non? Oui, alors ça a été gentiment vendu. Ça a été estimé, ça a été gentiment vendu et on a proposé, on a dit aux grutiers, de toute façon il n'y a plus de boulot au port autonome, il faut que vous y alliez. Alors ceux qui étaient en poste ont exigé, après une série de mouvements de grève, de dire on y va, mais si on ne se plaît pas, vous nous reprenez. Ils ont obtenu ça. Ouais. Bon, en fait, ils ne sont pas revenus. Et puis maintenant ils sont à la retraite, on n'en parle plus. Hein. Mais à l'époque ils avaient dit oui on y va parce que de toute façon on n'a pas le choix, mais on n'est pas trop sûr que ce soit le bon choix, puis nous on était bien là où on était, donc vous engagez clairement à dire si on demande à revenir au port autonome, on revient. Vous nous ferez faire ce que vous voudrez, on passera la peinture sur les grilles, on s'occupera. Hein. Bon en fait ça n'a pas eu lieu. Mais c'était prévu, parce qu'ils avaient quand même une espèce d'attachement au service public. D'accord. Et là, on est chez Monsieur Vital, l'Indien, richissime. Fils de son père. C'est assez intéressant parce que c'est pas du tout un financier, un capitaliste financier. BP, quand ils ont construit la Vera, ils avaient aussi aménagé une plage, il y avait un plongeoir, il y avait des cabines pour se changer. Plage de la Vera. Tout ça, ça a disparu. De toute façon, toute cette zone, elle peut être concernée par la montée des eaux. Qu'est-ce que sera l'industrie dans 30 ans? Ça, c'est pas bien. Hein. Mais est-ce qu'ils vont... Mais a priori, il y a donc toujours des projets qui émergent sur la zone industrielle de Fos. Et on ne se pose pas la question. Maintenant, il y a quand même des... On le voit dans les dossiers d'aménagement des projets là, qui s'installent, notamment sur la filière hydrogène. Il y a des cahiers des charges qui sont mis sur le fait d'élever des plateformes pour construire les bâtiments qui soient à plus 1,50 m. Donc aujourd'hui, déjà, on ne construit plus à l'échelle en dessous de 1,50 m. Donc, ce qui veut dire que pour certains terrains, on parlait de la Roque d'Odor tout à l'heure, ça va nécessiter de ramener un remblai important avant de pouvoir monter l'usine.
l'organisation de Butane. J'ai un ami qui me disait, ça me va toujours aux universitaires. Thank you.